On dirait. Ça y est, c'est parti. Voilà, nous sommes. Je vais vous annoncer. Nous sommes donc avec Thierry Cabine, Alexandre Langlois et Jade Gallet. On est venu voir Vigie, voilà, pour le CNDC et puis l'affaire Kabyle. Voilà. Je vous laisse, à vous. Je ne sais pas si on m'entend assez de là-bas, peut-être avec le son, parce que je sais que quand je faisais de la vidéo assez loin, on me disait que les gens n'entendaient pas. Donc je m'excuse déjà pour ma voix, C'est bon. Je suis bien enrouée. Donc bon, vous le savez, je suis Jade du CNDC, du Conseil national des citoyens, et nous avons rendez-vous avec Alexandre Langlois qui représente le syndicat Vigie des policiers. Et nous portons une affection particulière à Alexandre Langlois parce que nous le trouvons audacieux et courageux et qui a beaucoup de choses à revendiquer. Donc on a suivi aussi, Alexandre, ta convocation. On avait communiqué ça, je pense. Donc si tu veux déjà nous en parler, juste nous dire en petit ce qui t'est arrivé, du moins comment t'en es sorti aussi. Alors sorti, c'est pas encore fini. Déjà, je remercie certains membres de votre association d'être venus, notamment William, et d'avoir fait dans le froid. En plus, vous avez choisi une date rigolote. La deuxième chose, ça s'est sorti, c'est qu'on a osé dénoncer des choses, les trucages du chiffre de la délinquance avec des détournements de fonds publics, du coup, parce que certains commissaires touchent des primes là-dessus qui vont aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais. Donc on avait des choses graves et on avait dénoncé ça à l'IGPN. Parce que quand un policier commet, n'importe quelle personne voit qu'un policier commet une faute qui est pénalement répréhensible, on peut saisir l'IGPN en disant voilà, tel policier l'a fait. Alors, en général, c'est parce qu'un policier s'est mal comporté sur la voie publique, mais dans le cadre d'un détournement de fonds publics et de trucage de statistiques, ce qui s'appelle en réalité juridiquement un faux en écriture publique, on a saisi l'IGPN. Alors l'IGPN, la réponse n'a pas tardé à venir. Ils nous ont dit que ce sera le directeur général que vous mettez en cause qui choisira ou pas de donner suite à votre demande. Et la seule suite qu'il a donnée, c'est de nous envoyer sur le banc des accusés pour avoir manqué de respect, de loyauté à la police nationale, d'avoir sali les institutions. Alors, en disant si jamais l'institution était propre, nous n'avons rien à salir. Donc on essaye d'inverser les choses. L'audition s'est passée sous la menace, intimidation, des questions avec des documents falsifiés qu'on me présentait, des méthodes qu'on ne pense pas possibles dans une république avec un état de droit. Au final, menace à la fin de ne pas divulguer tout ce qui s'était passé sous le motif que c'est bien sûr secret professionnel, secret de l'enquête et intérêt bien compris. Donc j'ai vu mon avocat après qui m'a dit oui, l'intérêt bien compris des personnes mises en cause, on le voit bien, sinon le reste non. Vous pouvez publier comme vous le voulez. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de suite sur ça. Par contre, petite anecdote, et ça par contre c'est légal, et c'est là où on s'attendait à se battre, pas sur une IGPN qui fait le rôle de police politique, de condamner ceux qui osent dénoncer les choses et les lanceurs d'alerte dans la police nationale, et de toujours protéger les plus hauts fonctionnaires. On a été convoqué également par le même directeur général de la police nationale pour diffamation à la police judiciaire. Donc voilà, là par contre je salue le travail de nos collègues de la police judiciaire qui ont fait un travail neutre, posant des questions pour envoyer devant le juge, qui sera une instance indépendante et pas quelqu'un qui soit à la fois juge et partie. Parce que quand on est à l'IGPN, c'est un petit peu l'exemple que je donne, si quelqu'un vous a volé votre vélo par exemple, c'est le voleur qui choisit ou pas de se poursuivre lui-même, donc c'est très compliqué. S'il se poursuit, c'est qu'il est vraiment soit très honnête et qu'il avait fait une faute, soit il va faire comme tout le monde fait, on va dire j'ai rien fait, puis on va vous faire passer pour un coupable. De façon impartiale, et ça on peut que saluer ça. Surtout que la dernière fois que l'administration, un directeur nous avait attaqué pour diffamation, il avait dû retirer sa plainte en cours de route, le procureur lui disant vous allez être ridicule devant le tribunal, donc gagner du temps. On s'était fait un petit plaisir de lui faire un bonnet d'âne. Donc nous attendons la suite, parce que la diffamation, on était très content d'être poursuivi pour diffamation, pour la raison suivante, c'est que nous, quand on attaque l'administration, en général, c'est classé sans suite. Voilà, parce qu'ils sont copains. Là, par contre, ils n'ont plus le choix. Maintenant, il faut qu'ils aillent soit jusqu'au bout, soit que ce soit notre directeur qui retire sa plainte. Donc du coup, ils sont coincés. Pour le prouver. D'ailleurs, sur le trucage des statistiques, je fais une petite aparté. Il y a une commission parlementaire qui avait fait une enquête dessus en 2012, prouvant que les statistiques n'étaient pas fiables. Un rapport de l'IGA, donc Inspection Générale de l'Administration de 2013, sur la France, montrant que ce n'est pas fiable. Un autre de l'IGA en 2014, montrant que les statistiques, c'était que sur la préfecture de police, ne sont pas fiables, voire même sont trafiquées volontairement. Donc avec tout ça, nous dit que c'est pas vrai, mais c'est bon. Voilà, on a quand même l'administration elle-même
et les parlementaires l'ont constaté. Donc voilà, donc ça c'est la petite aparté, le combat continue. Donc là on a saisi le parquet financier en espérant que pour une fois les coupables soient sanctionnés. D'accord. Alexandre, j'aimerais... Jadigi, c'est un syndicat comment, indépendant parce que là on est dans les locaux de la CGT. Alors la Vigie est un syndicat, donc une fédération qui regroupe plusieurs syndicats. Nous dépendons de la CGT. L'histoire, on a le plus vieux syndicat de police, notre histoire remonte à 1883, à l'époque les syndicats n'existaient pas encore, parce qu'ils sont association à l'époque. Nous avons remonté nous étions différents noms jusqu'à la guerre. Pendant la guerre 39-45, nous faisions partie du Front National de la Résistance. Nos collègues se sont battus pour notamment la libération de Paris. Nous avons encore les drapeaux historiques de l'époque, même ceux le plus vieux drapeau qu'on a depuis 1906. L'organisation a adhéré à la CGT en 1946. À noter à l'époque que tous les policiers étaient syndiqués à la CGT, il n'y avait qu'une seule organisation, ce qui n'avait pas plu à l'époque au gouvernement, qui a tout fait pour mettre la division, parce que quand les CRS acclamaient les manifestants, ça ne pouvait évidemment pas convenir au pouvoir en place. Et au dernier congrès en 2017, nous avons le choix de prendre le nom de Vigie, ministère de l'Intérieur, CGT Police, donc nous restons toujours à la confédération CGT. Par contre, nous ne voulons pas être associés à certaines franges de la CGT, notamment CGT Infocom, qui a fait des affiches scandaleuses sur la police. Et donc nous perdions beaucoup de temps à nous expliquer sur la forme et des choses pour lesquelles nous ne sommes pas responsables. Donc nous avons fait comme tous les syndicats de police, pris un autre nom associé à notre confédération, pour pas qu'il y ait de confusion entre nos publications et nos revendications, et avec d'autres branches qui peuvent faire qui ont leur liberté de parole, mais avec lesquelles nous sommes en désaccord profond. Ce qui est pareil dans les autres confédérations, par exemple la Force ouvrière, qui s'appelle Unité SGP, et ils ne veulent pas être mélangés avec certaines branches de la Force ouvrière pour des raisons effectivement des sujets différents. Voilà. Donc, et à l'heure actuelle, donc, on mène un combat autant qu'on peut dans l'intérêt à la fois des policiers et de la population, parce que le combat le plus primordial qu'on porte, c'est le sens de notre métier qui a été dévoyé. Et le sens de notre métier, les gens sont rentrés pour défendre la veuve et l'orphelin en caricature, mais au service des gens, et pas au service de statistiques ou d'un pouvoir en place. Et ce qui fait quand même à l'heure actuelle que depuis que notre nouveau directeur, malgré qu'ils disent que tout va bien, est rendu à son 30e suicide d'effectifs depuis sa prise de fonction, sur le sens de notre métier. Ouais, j'adore parler. Nous, en tout cas, on l'aime ton combat, Alexandre. J'ai une autre question et elle est très générale et on m'a demandé de la poser. On m'a demandé dans tout ce qui se passe, je veux dire, dans le climat actuel qu'il y a en France, entre tous ces mouvements, ces rassemblements, ces problèmes qu'on diffuse avec les images des forces de l'ordre qui ne sont pas sympas sur les citoyens. Quelle est ta position dans tout ça? Parce qu'on est noyés, nous on aime nos forces de l'ordre, on les aime beaucoup, on sait qu'il y a des dérapages. Comment le peuple est en colère et il arrive même à se mettre en colère contre les forces de l'ordre alors que même moi j'ai pas les mots. Alexandre, peux-tu nous expliquer un petit peu comment tu vois ta vision? La vision, c'est la vision, enfin nous, ce qu'on nous remonte, et puis ce que je peux vivre à la fois dans les manifestations prochainement, mais des collègues qui sont aussi de l'autre côté, parce qu'ils sont en service. On a un problème chez nous, c'est qu'on n'a pas le droit de grève. Donc en général, il y a toujours nécessité de service quand il y a des grands rassemblements. Donc on ne peut pas participer au rassemblement, mais on voit les choses de l'autre côté du coup. La vision, c'est que le pouvoir s'est toujours servi de la police pour réprimer le mouvement social, de façon directe ou indirecte. Sous M. Sarkozy, ça a commencé là, je n'ai pas après plus d'ancienneté, mais les derniers témoignages de collègues qui sont encore en activité disaient qu'ils se servaient des queues de cortège à l'époque, de jeunes de quartiers défavorisés qui venaient piller à la fin des manifestations et qu'il fallait laisser faire pour faire quelques images et qu'on ne parle pas du fond, notamment sur le CP. Et ce qui a été d'ailleurs confirmé par M. Buisson, l'ancien conseiller de M. Sarkozy. Même chose sur les manifestations contre la loi travail, là c'était différent, on se servait ce que nous on appelle des cibles utiles, des gens qui sont en tête de cortège, donc qui ne sont pas dans un cortège officiel, qui ne sont pas déclarés, qui pourraient être directement dispersés parce que c'est un attroupement sur la voie publique, qui n'est pas fait, les ordres ne viennent jamais, on laisse faire. Ce qui se passe à chaque fois quasiment, c'est que du coup, nos collègues ne peuvent intervenir sur ces manifestations que sur ordre, parce qu'ils sont en unité constituée, à différence de nos collègues qui sont en patrouille, qui agissent d'initiative. Donc la différence de méthode d'intervention est complètement différente. Et en général, ils reçoivent les ordres de disperser le mouvement qu'une fois
les personnes qui sont des criminels et des délinquants qui détruisent les biens et qui s'attaquent aux forces de l'ordre sont déjà partis. Ce qui engendre des violences, c'est les gens qui arrivent derrière, qui prennent les coups, mais nos collègues sur le terrain n'ont pas le recul et doivent malheureusement faire confiance aveuglément aux ordres qu'ils reçoivent. Ils n'ont pas une vue d'ensemble, ils ne voient qu'une rue et ils ne peuvent pas faire mieux. Après, ils peuvent effectivement voir par la suite, mais à chaque fois, ils sont obligés de faire confiance et agir en bloc, parce que s'il y en a un du bloc qui saute, c'est toute l'unité qui est en danger. Donc ça, c'est la technique habituelle. Après, donc, on a revu récemment, on a notamment le 1er mai, même méthode. Pareil, à chaque fois, les services de renseignement font leur travail, disent qu'il va y avoir telle personne. On n'est pas obligé d'attendre qu'ils se constituent en black bloc devant à 1200, mais ils arrivent forcément par petits groupes. C'est à ce moment-là qu'il faut agir, ce qui n'est jamais fait. Après, il y a toujours des canons à eau qui sont rarement utilisés. Là, même, il y avait des soucis, ils avaient carrément installé des choses devant les canons à eau derrière manifestation. Enfin, il y a eu une confusion au niveau du commandement, on va dire, volontaire ou pas, on ne sait pas. Et les ordres étaient réellement officiellement, s'il y a de la casse, on laisse casser. Et on dit, vous fabulez, on dit, alors nous, les collègues qui étaient sur place, ont reçu les ordres, et les images le montrent. Une compagnie de CRS qui est juste à côté du McDo en train de brûler. On nous dit, bah oui, mais c'est juste un McDo qui est en train de brûler, c'est que du matériel. Certes, c'est du matériel, mais déjà, il y a des gens qui n'ont rien demandé. Et deuxièmement, le feu peut se propager et mettre en danger tout le monde autour. Je donne l'exemple, ça n'a rien à voir, c'était un feu de poubelle qui était parti, des jeunes qui s'amusaient à mettre des mégots dans la poubelle qui a brûlé, ça a mis le feu au scooter qui était à côté, ça a attaqué l'immeuble. Donc rien n'est anodin et ça a mis des gens vraiment en danger. Donc des destructions et des dégradations telles peuvent mettre en danger. Donc la vision à l'heure actuelle, c'est qu'on est manipulé et on donne des ordres aberrants pour jeter la confusion, parce qu'à chaque fois, quel que soit le type de manifestation, je repense aussi, c'est arrivé dans les manifestations par le maillage pour tous, où on laissait les blocs identitaires s'infiltrer aussi pour mettre le chaos. Et les images qu'on retient, ce n'est jamais le débat de fond, qu'on soit pour ou d'accord quelque chose, mais on retient les images de violence, on dit bah oui, comme c'est de la violence, on est forcément contre. Et donc il n'y a plus de débat de fond, d'idée contre idée, de savoir quel projet de société on veut porter. Tout ça c'est exclu pour du scoop, pour l'utilisation de voilà. Et malheureusement ça coûte des blessés de chaque côté. Et on avait dit avec ironie, si on compte vraiment, le peuple est rendu à plusieurs milliers de blessés, à une chemise arrachée dans l'autre camp. Voilà. Mais c'était avec humour qu'on disait ça. Et on disait vraiment aussi, il y a deux équipes de l'âge qui se battent. Il y a le côté tous ceux qui sont en tête de manifestation à l'heure actuelle qui disent oh, nous on est des rebelles, on se bat et tout ça. Et non, vous êtes des lâches parce que dès que ça commence à chauffer, vous disparaissez et vous allez vous cacher pour que les autres prennent les coups à votre place. La deuxième équipe de lâches, le gouvernement, qui se cache derrière la police. Alors dit, réglez vos comptes entre vous. Les agriculteurs sont capables d'aller déverser du fumier devant l'Elysée. Un autre, Thierry Borne, est capable d'aller mettre du fumier devant l'Assemblée nationale. Donc je veux dire, il y a des choses qui sont possibles à faire et qui sont symboliques et on s'en prend aux personnes à qui ils en veulent. Parce que nous, on nous en veut parce qu'on nous considère comme représentants de l'État. Nous sommes garants, nous, des libertés individuelles. Donc, effectivement, dans la République française, normalement, c'est l'État qui s'en occupe, mais ce n'est pas forcément le cas. Et à l'heure actuelle, ce qu'on a, c'est un petit peu, je prends l'exemple, c'est pas la même chose, vous avez l'usage de la force légitime, mais quand votre train est en retard, vous allez vous en prendre au guichetier, qui n'y est pour rien dans l'organisation de la SNCF. Vous allez crier sur lui parce que vous allez vous passer les nerfs sur lui. Bon, bah, nous, comme on est armés, que des fois, on doit utiliser de la violence légitime pour établir l'ordre, et ben, on nous en veut, et des fois, on ne fait pas que crier dessus, on se prend des coups, et la violence engendre de la violence. Donc réfléchissez, quand votre train est en retard, ça ne sert à rien de s'en prendre au guichetier. Et nous, quand vous en voulez au gouvernement, ça ne sert à rien de s'en prendre aux forces de l'ordre parce que nous sommes du peuple, nous sommes des enfants d'ouvriers, de cadres moyens, de paysans, de tout ce qu'on veut. J'ai envie de rebondir quand même. Voilà. J'ai envie de rebondir quand même. Parce qu'on a quand même vu des images où il y avait des bombes lacrymogènes qui étaient balancées comme ça, ils étaient nassés. Et ces gens-là étaient là, comme ça. Ils marchaient simplement dans la rue, et ils ont eu envie d'un coup de zèle, et ça provoque, ça irrite et ça provoque justement les gens qui manifestent dans la rue, et ça déborde. Ces gestes-là ne sont pas arrivés des gens qui étaient dans la manifestation. Il y a vraiment eu une réaction agressive des forces de l'ordre. Donc ils ont eu un ordre aussi, je pense. Alors, sur tout ce qui est maintien de l'ordre, c'est forcément sur ordre. Ensuite, dans les manifestations, il y a une confusion générale dans toutes les unités qui sont déployées. Il y a les CRS, qui ont des petites bandes jaunes sur les casques, qui sont connus mondialement pour leur professionnalisme. Donc eux, ce qu'ils font, c'est avec ordre. Quand on leur dit d'attaquer avec dispersion, avec gazage et matraque, ils font. Mais ils savent également qu'ils reçoivent l'ordre. Je pense à ça il y a quelques 5-6 ans. Il y a eu une manifestation qui faisait un sitting au milieu d'une rue. Et l'ordre qu'ils ont reçu, ce n'était pas de dégager tout le monde par la force, c'était de les porter un par un.
On voit les images où les CRS portent les personnes, deux CRS arrivent, portent la personne, la remettent sur le trottoir. Donc ils savent vraiment tout faire, il suffit juste de leur donner les bons ordres, enfin les ordres qui semblent cohérents pour le moment. Et après il y a les gendarmes mobiles qui sont des militaires, qui sont eux du code de la défense, qui dépendent encore d'autres techniques d'intervention. Et après il y a ceux qui sont moins bien formés au maintien de l'ordre, il y a les compagnies d'intervention avec des petites bandes bleues, qui font sur Paris notamment, qui font du maintien de l'ordre quand il y a des gros dispositifs, mais le reste du temps qui peuvent garder des points fixes, qui peuvent faire d'autres missions et qui ne sont pas en entraînement permanent comme les CRS. Donc en fait, quand il y a des situations un peu plus conflictuelles et plus compliquées, ils n'ont pas forcément le recul et la formation. Et ils vivront. Enfin, on leur dit d'y aller quand même, on nous dit qu'il n'y a plus d'effectifs, mais le pire de tout ça, c'est les collègues qui sont en commissariat quand il n'y a vraiment plus personne, qui ont aussi des casques avec des petites bandes bleues, et qui du jour au lendemain, je pense l'exemple le plus flagrant a été au lycée Bergson, un lycéen qui s'était pris un coup de poing d'un de nos collègues, mais le matin en fait c'était quelqu'un du commissariat qui n'a jamais reçu de formation de maintien de l'ordre, qu'on a mis dans une situation de stress la plus grande, difficile, et on lui a dit bah voilà ça va être pour toi, et le moment sur place, il a été sanctionné pour avoir perdu ses nerfs, etc. Mais on l'a mis dans une condition qui pouvait aboutir à ce genre de résultat. Et en plus, il avait moins de 30 ans, donc il était jeune, il n'avait pas l'expérience en plus de la vie. Enfin, tout avait été fait pour que ça dégénère. Et je donne l'anecdote, c'est important, parce que le ministère de l'Intérieur de l'époque a directement déposé plainte contre ce fonctionnaire. Pour une raison simple, c'était pas du tout pour dire nous on est plus fort et plus bon que tout le monde, c'était pour éviter que le procédure pénale puisse remonter dans la chaîne hiérarchique qui a donné l'ordre. Et l'avocat du lycéen nous avait dit moi c'est ce que je voulais faire à la base, mais le problème c'était contre l'intérêt de mon client, la procédure était déjà lancée, on aurait dû en relancer une deuxième, ce qui nous aurait fait perdre quelques temps, voire des mois, voire des années. Le ministère de l'Intérieur a été très malin, et l'analyse en fait qu'on a, c'est que là il y aura entre guillemets, on est dans le système de la vengeance finalement, un fonctionnaire, un être humain a fait quelque chose de mal, la personne en face se venge en le sanctionnant donc de façon légale par la loi, mais par contre demain la situation va se reproduire parce que les personnes qui ont permis de créer cette situation sont toujours jamais au banc des accusés. Le jour où elles seront au banc des accusés, à ce moment-là, il n'y aura plus la situation suivante. C'est-à-dire que c'est une chaîne de conséquences et on ne soit que la conséquence finale, à notre sens, d'un manquement de discernement de toute une chaîne hiérarchique. Ouais. Alors moi j'ai envie de réagir quand il a parlé de sitting et que les CRS avaient eu l'ordre d'aller les chercher un par un. Bon, moi vous avez vu ma dernière vidéo, on rêve certains d'un sitting général. C'est-à-dire de tout le peuple, c'est-à-dire que tout le monde fasse sitting. Là, je verrais mal les CRS aller chacun dans les maisons, aller chercher les gens un par un pour les emmener au boulot. Donc, ça serait génial, un sitting, mais général, et on reste tous chez soi, et ce serait génial. Je voulais aussi réagir sur quelque chose qui m'a interpellée, c'est la suite des événements. Là, il y a encore un appel, je crois, le 26 mai. Je ne vais pas y être. Je ne sais pas si j'y serai. Là, c'est toujours compliqué parce que le 5 mai, on n'y était pas, par exemple. Oui, j'ai vu, j'y étais, je ne vous ai pas vu. Parce que c'était un appel d'organisation politique. Et nous, on tient en tant que syndicat et fédération. On est très attaché à la charte d'Amiens qui avait signé la CGT en 1906 en disant que nous sommes apolitiques, indépendants de toute organisation syndicale, philosophique, religieuse. Et le fait de participer à un mouvement politique, nous engager dans une voie, alors que dans notre fédération et plus généralement les syndicats, les gens peuvent avoir des sensibilités politiques différentes, mais sont rassemblés sur un combat salarial, sur un combat d'idées plus concrètes et pratico-pratiques. Le syndicat étant proche des salariés avec des conditions de travail sur lesquelles on peut agir directement. Et donc du coup, on ne pensait pas, s'il y a des personnes de chez nous qui veulent y aller, ils sont libres. Est-ce qu'ils ont besoin d'y aller avec le logo du syndicat? Nous ne pensons pas. Ils peuvent y aller sur le logo de ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'avoir une vie privée à côté, mais nous ne pouvions pas appeler au nom du syndicat. Et le 26 mai, la CGT étant plus moteur de l'initiative, peut-être qu'on appellera à y participer. En tous les cas, la CGT devrait appeler à participer, les discussions sont en train de se finaliser. Mais avec le mot d'ordre de chacun son cortège, on défilera en même temps, le même moment, mais avec un cortège politique, un cortège syndical, un cortège étudiant, pour pas qu'il y ait de confusion entre les différents mouvements. Après, c'est en cours de finalisation, donc la réponse finale, on l'aura quand la CGT fera son communiqué. Au niveau de Vigie, ça nous semble... On va voir comment c'est tourné finalement, mais on ne veut surtout pas associer à tel ou tel parti politique. Voilà. Tout à fait, là, moi je rebondis aussi là-dessus, je lance un appel à M. Ruffin. Nous souhaitons vraiment, vraiment avoir une discussion. M. Ruffin, regardez votre boîte aux lettres, votre boîte email, je vous ai mis déjà 2 mails à l'Assemblée nationale. On aimerait vous rencontrer parce qu'on ne veut pas non plus, comme ce syndicat, être rallié à une étiquette politique. Et
nous on vous aime, on vous affectionne aussi, Monsieur Ruffin. On a besoin de votre voix et on a besoin de vous parler seul, sans votre étiquette. Donc je passe le message en même temps. Alexandre, as-tu quelque chose d'important à dire, un message à dire de ce qu'on discutait avant de venir, avant d'ouvrir la vidéo? As-tu quelque chose à dire spécifique? Alors, il y a un message spécifique, il y en aurait beaucoup de messages spécifiques. On est mal barré. C'est que la situation se complique. Oui. On a eu aussi, donc les mots sont toujours très importants. Le métier que je fais, c'est gardien de la paix. C'est comme ça que j'ai signé. J'adore ce mot. Et on nous a transformé. Et pourquoi on revient pas là-dessus, on nous a transformé progressivement en force de l'ordre. Ben oui, Voilà. Donc l'ordre de la mission n'est pas le même entre la paix et l'ordre. Il y a deux choses différentes. C'est pareil. Nous voudrons plutôt garantir l'ordre public. On préférait garantir la tranquillité publique, la liberté de chacun d'aller et venir. Il n'y a pas la même chose de côté répression. Il y a un côté vivre paisiblement tous ensemble et que ceux qui ne veulent pas qu'on vive paisiblement, on les écarte. De l'autre côté, il y a une oppression du gouvernement qui dit moi vous allez vivre comme je l'ai décidé et pas du tout conforme aux valeurs de la Déclaration des droits de l'homme, de la Constitution et compagnie. Ces choses-là sont aggravées et c'est passé comme une lettre à la poste. On le redit à chaque fois et les gens sont toujours étonnés. C'est qu'en 2014, nous avons eu un nouveau code de déontologie de la police nationale qui a été fait par M. Valls avec l'aval de tous les syndicats de police qui siègent à l'heure actuelle, qui sont majoritaires, à l'exception, je dis, d'Alliance qui n'a pas signé, qui a refusé de signer, pour des motifs qui ne vont pas être ceux que j'évoque, mais qui avait refusé de signer, qui consiste à reprendre les dispositions du Code de la fonction publique de Vichy, 1942. Donc ce code, en fait, on nous a mis dedans un article qui est repris, c'était l'article 5 du Code de la fonction publique de Vichy. Les fonctionnaires doivent veiller au crédit et au renom de la police, de la fonction publique et donc pour nous de la police nationale, y compris dans leur vie privée. Ce qui veut dire que nous sommes des sous-citoyens. Et il y a un grand débat, ce que nous sommes, donc ça c'est un décret, ça limite nos libertés individuelles, ce qui normalement devrait être pris dans une loi. Et la police nationale, comme toute la fonction publique, est régie par la loi de 83 de M. Anicet Le Port. Et dedans, il n'y a surtout pas ça. Il n'y a pas on est libre dans notre vie privée, il n'y a pas de devoir de réserve. M. Anicet Le Port l'a réaffirmé. C'est un vieux monsieur à l'heure actuelle, mais qui est toujours plein d'allant, a réaffirmé qu'il n'avait pas mis tout ça, parce que ça veut dire que tous les fonctionnaires seraient des sous-citoyens, qui ne pouvaient plus critiquer leur institution de façon constructive, en disant voilà, ça ne va pas. Et ça veut dire que l'institution et les services publics ne seraient plus au service du peuple, mais du pouvoir en place qui pourrait tout cacher, et tous ceux qui voudraient dire des choses seraient sanctionnés. Et donc là, dans ce code de déontologie, nous avons repris des valeurs, M. Valls a repris des valeurs de Vichy, ce qui veut dire que les policiers n'ont plus le droit de s'exprimer librement, y compris dans leur vie privée. Je donne l'anecdote, un collègue avait mis sur sa page Facebook, à l'époque de M. Hollande, le président est un flambi. Bon. Sa page Facebook, il n'y avait que des amis à lui, il ne marquait pas qu'il était policier, et un de ses amis a transféré le message, a dit « Mon copain qui est policier a marqué ça ». Du coup, il est convoqué à l'IGPN pour manque de loyauté envers les institutions. Donc à savoir que dans la tête de nos politiciens actuels, le président de la République et les institutions. Nous sommes dans une monarchie, dans une dictature, dans une tyrannie, et les institutions, c'est la République. Heureusement, M. Valls, en 2014, a enlevé la confusion dans notre code de déontologie de 1986 de M. Jox, qui n'était pas parfait, ce qui mettait le devoir de réserve que nous critiquons toujours, mais au moins il y avait marqué que les policiers étaient garants des libertés individuelles. Dans le code de M. Valls, ça s'est enlevé, c'est tout simplement supprimé. Et la deuxième chose qu'il a remplacée, avant nous étions garants des institutions de la République, et maintenant nous sommes garants des institutions et des intérêts majeurs de la nation. Donc la République s'est supprimée, et quels sont les intérêts majeurs de la nation? Elles sont définies régulièrement suivant ce qu'on a besoin. Par exemple, M. Valls disait que les intérêts de la nation, c'était d'aller vendre des armes à des pays qui financent le terrorisme. Il dit que c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et nous, sur le territoire français, on doit lutter contre les armes qu'il a vendues ou financer ces gens-là. C'est très compliqué. D'ailleurs, on peut le voir, c'est que les lois antiterroristes qui ont été faites récemment limitent les libertés individuelles, n'ont aucun impact. Même M. Collomb l'a dit, oui, l'état d'urgence, vous avez vu, ça n'a pas empêché les attentats. Ma loi antiterroriste qui le reprend n'empêche pas les attentats, c'est normal. Il s'est vanté d'avoir empêché 22 attentats en 15 mois. Alors, question pareille. Où sont les gens qui ont été interpellés? Parce que c'est quand même du pénal, du grave, tentative d'attentat, qui s'est jugé. La justice française, à un moment, est rendue au nom du peuple français. Où sont les gens? Il y a un Guantanamo français secret, ils sont mis au secret, il y a une Bastille secrète. Pourquoi on n'a pas de compte-rendu? Pourquoi on n'a pas de procès public? Parce que l'infraction est qualifiée. Une tentative d'attentat, c'est pénalement répréhensible,
et c'est plusieurs dizaines d'années de prison. Donc où sont passés tous ces gens? Pourquoi on n'en entend pas parler une fois que l'enquête est finalisée, qu'on a tous les éléments? Des fois l'interpellation peut prendre quelques temps, 3 mois, mais 15 mois. Les premiers, on va quand même les voir apparaître sur des bancs publics. Il n'y a rien. Par contre, on a pu voir lors de la manifestation de la loi travail, des assignations à résidence, arbitraires, cassées d'ailleurs par la justice par la suite, des journalistes qui ont le droit de faire leur travail. Là, même chose, la nouvelle loi antiterroriste permet d'exclure des gens en disant que vous êtes radicalisés. Je prends l'exemple parce que je l'ai vu, un professeur en Bretagne qui a été exclu de l'éducation nationale pour radicalisation. J'explique la procédure, comment ça se passe. Maintenant, ça a été adopté à toute la fonction publique. Donc ce professeur, suite aux attentats du 13 novembre, au Bataclan et au Stade de France, avait été, donc il faisait l'objet d'une fiche de sûreté de l'État, donc a été perquisitionné immédiatement chez lui. La police n'a rien trouvé. Bon. Ensuite, par mesure de précaution, l'administration, l'éducation nationale l'a suspendu de ses fonctions. Il peut se comprendre, il touchait son salaire, il y avait une enquête en cours, pourquoi pas, il y a des suspicions. Le juge l'a assigné à résidence, hein, mais sans aucun cas l'interdire d'exercer ses fonctions. Il pouvait continuer de les exercer malgré le refus de l'éducation nationale. Un refus administratif et pas du tout juridique. Cette personne n'a été vue par aucun service de police pendant 2 ans, que ce soit renseignement, que ce soit judiciaire. À chaque fois qu'il demandait quelque chose, il a donc au bout de 2 ans, l'éducation nationale l'a révoqué, disant on ne peut plus de chez vous parce qu'il y a une suspicion que vous êtes un dangereux radicalisé. Donc on ne peut pas vous mettre au contact avec les enfants. Très bien. Alors pourquoi pas? Mais amener des preuves. Donc les preuves c'était quand on a perquisitionné chez vous, on n'a pas trouvé d'ordinateur qu'on cherchait. Donc prouvez-nous que vous n'avez pas acheté un ordinateur en liquide et que vous n'utilisez pas tel pseudo pour vous connecter à des sites djihadistes. Comment vous voulez que je vous le prouve vu que je ne l'ai pas fait? Si vous ne pouvez pas le prouver, c'est que vous cachez quelque chose. Il dit après, pareil, il dit écoutez, en plus ma femme elle s'occupe de la déradicalisation en prison au niveau interreligieux. Il dit ça c'est du camouflage. Vous êtes en train de nous infiltrer et ça c'est votre couverture. Prouvez-nous que ce n'est pas une couverture. Je ne peux pas, c'est de la bonne foi de ma femme qui fait ça. Voilà. Fois suivante, on a demandé des témoignages en disant écoutez, dites-nous si les parents d'élèves se sont plaints du prosélytisme de cet enseignant pendant ses cours. C'était un enseignant en mécanique, donc il dit si jamais je parle de choses philosophiques, religieuses, on pourra tout de suite, ça va se voir. Dans un cours de mécanique, il n'y a vraiment pas sa place, c'est le sujet d'interprétation. Aucune remontée des parents d'élèves. On dit bah alors ses collègues de l'éducation très attachés au principe de laïcité. Aucune remontance. Aucun des collègues disent non, très bon collègue de travail, très bon professeur, attentionné dans ses classes. Donc non. La réponse a été ah oui, c'est que vous êtes un infiltré, vous le faites très bien. Prouvez-nous que vous n'êtes pas infiltré, que tout ça ce n'est pas fait pour nous infiltrer et camoufler les choses. Bon, finalement, il tente un procès à l'administration, qui se déroule à Rennes, le procès donc public rendu au nom du peuple français, comme ça devrait être fait à chaque fois. Toujours la question des 22 qui ont disparu là. Et du coup, le procès donc, lui dit qu'il n'y a pas toujours assigné à résidence, mais pas d'interdiction d'exercer sa profession. Donc ça a été médiatisé parce que des journalistes étaient dans la salle. Et les titres des journalistes sont marqués voilà, un professeur radicalisé exerce. Voilà. Donc là, l'éducation nationale a dit vous avez porté atteinte à notre image. Donc là, vraiment, on ne va plus vous suspendre de vos fonctions, on va vous révoquer définitivement. Mais il dit mais c'est pas moi, je ne suis pas responsable de la parole des journalistes. Donc ils ont dit oui, mais vous allez quand même. Voilà, là, l'image a été atteinte. Et donc à l'heure actuelle, cette personne est toujours révoquée. Au final, on ne sait toujours pas si elle est radicalisée ou pas, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête de approfondie, il n'y a pas eu de remise. Les seuls éléments qu'on a, c'est ça. À l'heure actuelle, on a un de nos délégués qui veut le faire tomber pour les mêmes motifs. À lui de prouver qu'il n'a pas fait. Bon, après, ils font ça de façon assez grossière, parce qu'ils disent par exemple, tel fonctionnaire demande à manger que de la viande cachère. Il a dit en rigolant, si c'était un tout petit peu renseigné, ils auraient au moins mis de la viande halal. Bon, mais il n'est pas dans ce droit. Donc en fait, grâce à ce motif de radicalisation, on va se retrouver comme aux États-Unis, disant hop, acte terroriste, vous disparaissez de la circulation et à vous de prouver que vous n'avez pas fait. On inverse la charge de la preuve et c'est à nous de prouver qu'on est innocent sur des choses. À chaque fois qu'on amène quelque chose, ah oui, mais ça vous l'avez fait parce que voilà. Donc la lettre de cachet est de retour, donc ça nous inquiète beaucoup. Et en plus, donc ça ne préserve en rien les attaques terroristes. On avait fait des propositions de mesures quand on était à l'Assemblée nationale de correction de cette loi qui est catastrophique. Notamment, on avait dit la cristallisation, l'atisation des communautaristes, des haines qu'on peut dire entre différentes franges de la population. Que M. Collomb, lors de sa loi immigration-asile, a dit « Oh là là, il y a certains politiques qui attisent les haines et les divisions. » Et donc du coup, en fait, dans cette loi-là, il stigmatise de façon générale tous les musulmans.
en disant c'est l'islam qui pose problème. Nous, on leur a dit que tous les attentats qui ont été commis sur le sol français, tous les attentats, 90% des cas, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Les techniques employées pour envoyer les gens faire des attentats, c'était les techniques des dérives sectaires. C'est-à-dire qu'on coupe les gens de leur famille, on leur dit il n'y a plus que nous que vous devez écouter. C'était des gens qui étaient déjà marginalisés socialement, qui étaient coupés de tout, qui n'avaient plus tout leur raisonnement. Donc c'est des techniques utilisées par les sectes. Donc on a dit, faites comme vous savez le faire pour d'autres religions. On disait que dans la religion musulmane, il y a des dérives sectaires. Ça c'est une dérive sectaire, ça c'est une dérive sectaire. Et là du coup, voilà, on sait qu'effectivement il y a des gens qui sont nuisibles, ils sont clairement identifiés et on ne fait pas d'amalgame. Malheureusement, contrairement à ce qui se défend, on fait des amalgames. Et en fait, le jeu à chaque fois du gouvernement sur tous les sujets, d'ailleurs, c'est de faire des amalgames. Parce qu'il y a aussi un terrorisme, dit, d'extrême droite qui a essayé de faire des attentats ou des tentatives d'attentats. Il y a des gens qui reviennent de Syrie de l'extrême gauche, parce qu'ils sont allés défendre les Kurdes, et qui n'ont pas de suivi. Je ne dis pas que leur cause n'était pas juste là-bas, c'était d'aller défendre les Kurdes très bien, et après ils ont des techniques de guerre et de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont en France. Ou au moins un minimum un débriefing de savoir ce qu'ils ont vécu, qui peut toujours intéresser l'État français, ce qui n'est pas fait. Donc il y a une focalisation sur une partie de la population, et de façon générale, en plus même pas ciblée. Donc ça n'a pas été fait. Après, les choses aberrantes qui nous semblent toujours pareil dans la décrépitude de notre République, c'est que dans cette loi-là, par exemple, tout le monde peut être perquisitionné. Il n'y a pas de choses, sauf, attention, donc les cabinets d'avocats, qui semble pour la défense, qui semble assez logique, les journalistes, les bureaux de journalistes, voilà. Mais par contre, les députés et les élus de la nation ne peuvent pas avoir de perquisition administrative, de visite administrative. Pareil, on dévoie les mots. Quand on veut, voilà, comme disait Jaurès, quand on ne veut rien changer, on change juste les mots, on ne change pas le sens profond des choses. Donc du coup, ça nous a un petit peu choqué, parce que même chose sur cette lutte antiterroriste, le financement reporté au calendrier grec, parce que c'est le financement du terrorisme qui pose aussi problème. S'il n'y a plus de financement, on coupe le pognon. En général, ça coupe beaucoup de choses. Ça, c'est renvoyé à l'Europe. Voilà, et on sait que la France a des intérêts financiers, et certains groupes français ont des intérêts financiers dans ces régions-là. C'est pas toujours très clair. Donc évidemment, on ne peut pas mettre le nez dedans. Et à chaque fois, ça coûte des vies. On a eu également les propositions qu'on avait fait. On avait dit, M. Macron, il a très bien compris, il a doublé sa garde personnelle. Voilà. Et par contre, on dit que vous n'auriez pas besoin de le faire si la sécurité de tous les Français est assurée. Vous ayez une garde personnelle en raison d'une fonction, ce qui semble assez logique, ça, on est bien d'accord. Mais par contre, de la doubler pour assurer, vu le contexte, non. Si la sécurité de tout le monde est assurée, il n'y a pas besoin de doubler sa garde personnelle. Voilà. Et ça, ce n'est pas fait. Donc il y a toujours des passe-droits à partir de certaines classes politiques, et que en fait, si les mesures étaient prises de façon générale, ça bénéficierait à tout le monde. Ce qui n'est pas fait. Voilà, après on est toujours dans de la communication, de la mesure. Là, M. Collomb a réuni au dernier attentat tous les services de renseignement en disant voilà, ma priorité c'est l'antiterrorisme. Enfin, toutes les semaines, comme il n'y a pas assez d'effectifs et de moyens, il y a une nouvelle priorité. Donc on brasse souvent de l'air. Et il a dit voilà, ma priorité était de coordonner les services de renseignement. Donc on se comprenne, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a une nouvelle couche avec un nouvel état-major, une nouvelle task force, on ne sait plus qui fait quoi. Et par contre, chaque service est noté sur ses évaluations individuelles, c'est-à-dire que les prix ou les avancements seront faits si c'est vous qui avez fait l'affaire. Autant vous dire que le partage d'informations, ça facilite pas. Donc voilà, donc ça. Et puis il a rappelé au préfet, soyez vigilants. Des fois que les préfets se tournaient les pouces et qu'ils n'avaient pas pensé à être vigilants avant. Donc on est toujours dans de la com, mais dans les faits concrets, dans les mesures concrètes, il n'y a rien. Et à chaque fois, malheureusement, on brasse du vent, on est dans de la com. Le pire étant d'ailleurs sur le terrorisme, M. Macron, dans son discours aux forces de la sécurité intérieure en novembre ou octobre, je ne sais plus, qui avait dit j'ai mis en place personnellement, un plan anti-radicalisation sur trappe dans les civils que je présenterai en Conseil des ministres qui sera présenté en Conseil des ministres au mois de décembre 2017, donc pour être étendu tellement ça marche bien. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas de plan. À part un plan com d'annonce, mais après sur les faits il n'y avait rien du tout. À Trappes il y avait bien quelque chose, c'était un plan de lutte entre les bandes. Voilà, parce qui date de 2015, donc qui n'a rien à voir avec M. Macron, et qui avait, parce qu'à l'époque un jeune s'était fait tuer avec une balle perdue lors d'un règlement de compte entre bandes, et c'était voilà. Donc il y avait eu quelque chose, effectivement ce plan fonctionne, mais il n'a rien à voir avec ce que M. Macron et avec le terrorisme et la radicalisation. Donc on est aussi dans un état d'esprit, Trappes, dans sa tête par exemple, c'est forcément radicalisation. Il y a une stigmatisation aussi en fonction des quartiers où on habite. Vous habitez là, c'est ça, vous habitez ici, c'est ça. Donc en fait, avec des préjugés pareils et des mesures voilà, aussi dangereuses, c'est-à-dire que faire de la com pour de la com, les gens croient qu'il y a quelque chose, mais en fait il n'y a rien. Donc c'est dangereux pour tout le monde. Donc il y aurait tellement de choses à dire, c'est qu'on aimerait bien aussi pour la sécurité, parce que ce qui nous concerne, M. Macron a mis des techniciens à tous ses ministères. Donc on soit pour ou contre sa politique. Il a mis quelqu'un au transport qui connaissait le monde des transports, il a mis quelqu'un à la santé qui connaît le monde de la santé, et à chaque fois il a mis des spécialistes du domaine. Pour ou contre, la question. Par contre à l'intérieur,
il a mis un monsieur Collomb, qui est très gentil au demeurant humainement, mais qui, à l'âge de la retraite, et qui est à son poste que parce qu'il a été fidèle au président de la République. Voilà, et sa ministre adjointe bis qu'il a mis en place, à savoir qu'il l'a mis en place parce qu'il y avait une promesse de campagne à tenir, pas plus de 10 conseillers par ministre, mais le poste de ministère de l'Intérieur n'est pas la même chose que le poste des anciens combattants, avait besoin de plus de personnes pour le coup. Donc là, il est normal que M. Collomb avait la tête sous l'eau, et donc ils ont dû mettre, pour tenir une promesse de campagne, un ministre bis, qui avait aussi 10 conseillers. Donc pour le moment, on a un emploi fictif de ministre, grosso modo, parce qu'ils auraient pu dire, bon, c'est gouré, il y a certains ministres qui nécessitent une plus grosse équipe, ce qui semble assez normal. Et ils ont préféré mettre des ministres bis. Et en plus, ce ministre se permet des déclarations outrancières à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode, en disant qu'elle n'avait pas à répondre aux questions des députés. Voilà, elle a dit que c'était des méthodes autoritaires des députés de la forcer à répondre à leurs questions. Ah, dis donc. Voilà, et cette ministre en plus avait annoncé à l'Assemblée nationale aussi, pareil, en réponse là, pour le coup à Marine Le Pen, qu'il y aurait des polices privées qui seraient mises en place. Donc, ce qui va encore plus loin, ce qui est prévu par la police de sécurité du quotidien. Donc on est sur des choses assez graves, des dérives très graves. Donc on aimerait bien au moins un technicien avec qui parler, qui sache ce qu'on fait. D'ailleurs, j'en profite, on a aussi un directeur général de la police nationale qui est policier depuis le mois d'août, c'est-à-dire qu'il a moins d'expérience de la police nationale qu'un gardien de la paix stagiaire. Et ce qu'il en a vu, c'est le 8e arrondissement de Paris, place Beauvau. Un gardien de la paix stagiaire est affecté dans le quartier le plus difficile de la Seine-Saint-Denis en général. Donc l'expérience n'est pas du tout la même. Et c'est lui qui va faire des leçons à droite à gauche et qui est très content d'ailleurs de son plan de recrutement qui a coûté 1 million d'euros là, de dépenser pour une campagne de pub en disant on va recruter avec plus de candidats. Non, en fait, le problème n'est pas le nombre de candidats. La police nationale attire des candidats. À chaque fois, nous avons 25 000 candidats pour quelques milliers de postes, voire 35 000 même sur les plus beaux concours. Par contre, même avec un tel nombre de participants, les gens attirés n'ont pas le niveau de passer le concours. Donc on s'était dit, nous, pour des libéraux qui sont au pouvoir, ils vont se dire, la loi de l'offre et la demande, il faut qu'on adapte l'attractivité, donc avec des meilleures rémunérations, des meilleures conditions de travail pour attirer les gens qui ont le niveau pour passer le concours. C'est mieux. Voilà, là, la fois ça a été fait, on va faire une campagne de pub. Ils s'engagent pas, c'est de la pub, avec une réalité complètement fantasmée de la police nationale, peut-être celle qu'ils ont du coup, comme pour l'armée, place Beauvau, qui n'a rien à voir avec la réalité du quotidien. Des questions langue en bois, je veux dire, est-ce que je serai affecté en Ile-de-France? Ça dépendra de votre résultat à l'école de police. Vous ne serez pas forcément en Ile-de-France, mais dans 90% des cas, même si tu seras en Ile-de-France. Est-ce que la vie de policier est compatible avec la vie personnelle? La réponse est oui, vous pouvez vous adapter, c'est possible. Dans la grande majorité des cas, non, ce n'est pas compatible. Ne mentons pas aux gens. C'est pas pour rien qu'il y a des divorces, des gens qui tombent dans l'alcool, des gens qui se suicident chez nous. Parce qu'en fait, les conséquences de notre travail ont des impacts très graves sur notre vie personnelle. Et ça, tous les rapports qui ont été faits ont été mis sous le tapis. D'ailleurs, je pense au plan anti-suicide de monsieur justement Morvan, qui est complètement déconnecté de cette réalité. Son plan anti-suicide a été, il faut qu'on comprenne pourquoi les gens se suicident. On veut des petits rapports, des camemberts, combien ils ont fait, pourquoi, à quel endroit. Mais surtout, on ne cherche pas de responsables. On ne veut pas chercher les responsabilités. Le problème, c'est que nos collègues, en général, se suicident parce qu'ils ont une hiérarchie qui les harcèle, qui leur donne des objectifs en perte de sens, qui font perdre le sens de leur métier. Mais on ne veut surtout pas chercher ça. Et on sait que... Juste, quand on parle de suicide, moi je pense à un ami que nous avons en commun, je ne citerai pas son nom, mais qui a fait donc un burn-out. Et je pense à lui particulièrement parce que ce qui m'a touché, c'est que finalement, la raison où il aurait pu se suicider, parce qu'il a quand même tenté de le faire, c'est le fait qu'on lui donne des ordres qui vont dans un sens. Lui, il pensait toujours qu'il était là pour protéger les citoyens. Et finalement, quand il découvre que son rôle a été de protéger justement le gouvernement dans tous leurs méfaits, ça a été quelque chose d'extrêmement violent pour lui. Parce que là, il s'est quand même projeté en tant que citoyen et il a vu tout le côté néfaste qu'il a donc servi et qui a donc desservi sa vie, en tout cas, de citoyen et de papa. Et donc voilà, je pense particulièrement à lui parce que c'est vrai que quand je me suis retrouvé également lors de cette manifestation surprise qui avait été faite sur les Champs-Élysées, j'ai retrouvé également donc, beaucoup de policiers. Je me demandais ce qui se passait parce que je pensais que c'était un attentat. Et au final, c'est là où j'ai découvert que finalement, il y avait donc des policiers qui avaient encore cette notion de gardien de la paix, parce qu'ils ont signé quand même pour le servir et protéger. Et il y a également donc cette partie des policiers qui sont là pour les forces de l'ordre et qui, pour moi, ont un rôle complètement différent des premiers qui ont signé pour un rôle bien plus serviable pour chaque citoyen
Et donc voilà. Donc je pense que ça doit énormément affecter les policiers qui sont engagés dans une cause noble, parce qu'ils ont pensé que la cause était noble, et qui se retrouvent à servir des intérêts qui ne sont pas les leurs. Moi je pense même à un également qui a donc choisi de gérer les poubelles de Paris, parce qu'avant il voyait des valises d'argent qui s'échangeaient, mais d'une façon illégale. Et quand après on lui demandait d'aller donc verbaliser les citoyens et dans des quartiers bien précis, c'est des choses qui deviennent donc intolérables, je pense, pour la majorité des policiers. Et puis quelque part, vous avez donc souligné des petits points qui vont dans ce sens-là, c'est que la justice défend malheureusement une élite, en tout cas c'est une élite, mais on n'est pas là pour le citoyen. Le citoyen, il n'existe pas, il existe juste pour faire bonne figure. Et finalement, la vraie force, elle est quand même, et encore, et elle sera toujours du côté du peuple. Mais c'est un peuple éveillé, et je pense que plus le peuple commencera à s'éveiller par rapport justement à tout ce que vous avez dévoilé, qui devrait quand même susciter quand même, je l'espère, beaucoup d'interrogations chez chacun d'entre nous. Et puis surtout, à un moment donné, il faut quand même se rassembler vers des idées communes, des idées qui sont beaucoup plus justes, qui nous amènent plus à un bien vivre ensemble et non à se séparer bêtement comme le gouvernement a toujours cherché à le faire. Alexandre. Juste une petite chose, qu'il y a la campagne de recrutement et le slogan est devenez garant ou garant, c'est ça, de notre paix. Alors ce qu'on aurait préféré, nous, c'est de la paix. Pourquoi notre paix? La paix de qui? Des gouvernants, des citoyens, notre... La paix, c'est général, il n'y a pas besoin de dire notre paix. Voilà, sinon ça peut dire foutez-nous la paix, puis vous allez calmer tout le monde. Et donc ça nous pose aussi un problème de slogan. Sur le moment qu'on l'a lu, on a dit très bien, ils ont remis le mot paix dans le sens du métier. Donc ça c'était bien. Mais le mot nôtre devant, plutôt que là. On a dit qu'ils ont plus embauché une boîte de com pour le faire, donc on ne peut pas dire que c'est un hasard qu'ils aient choisi ce mot plutôt qu'un autre. Donc il y a tout ça, et sur le burn-out, on va en reparler aussi, parce qu'il y a beaucoup de collègues en burn-out, parce qu'on compte les nombres de suicides, donc 30 depuis la prise de fonction de notre directeur, mais en fait c'est en moyenne 1 par semaine. Là on est en train de malheureusement battre des records, mais ça ne prend pas en compte les tentatives, ça ne prend pas en compte les burn-out, les dépressions, ça ne prend pas en compte tout ça, ça ne prend pas en compte les impacts, ça ne prend pas en compte aussi dans les statistiques du ministère, nos personnels, nos collègues administratifs et techniques, ouvriers d'État, qui travaillent pour la police nationale, qui ont des cartes de police, mais qui ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne sont pas considérés comme policiers actifs. Voilà. Donc, mais par contre, ils ont les mêmes problèmes de management, ils subissent les mêmes choses. Donc à chaque fois, on minimise les chiffres, on les trucs même pour ça. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment au fond du trou. Et encore plus grave, c'est que même quand on a des collègues, on a une collègue, je pense à ça, c'est qu'on a eu donc 2 collègues qui sont morts en service. Une parce qu'il y a eu une erreur de manipulation d'armes dans un commissariat. C'est très malheureux et on peut rappeler les règles d'utilisation et de manipulation. Mais la deuxième chose qui a été beaucoup plus grave encore, c'est une autre collègue qui s'est noyée dans la Seine le 5 janvier et que tout a été fait par la hiérarchie pour maïsquiller ses carences. Alors que les collègues qui étaient sur place avaient déjà dit les choses et ils ont dû aller jusqu'au bout, une fois de plus, parce que le canard enchaîné a sorti un article. Et c'est là ils ont dû retrouver dans la semaine, ils ont pu aller repêcher notre collègue. Parce que la famille s'est battue, ils ont dit nous on ne laissera pas tomber. Et là on a pu tout ressortir. Et je veux dire qu'on est dans une police qui maquille même ses propres méfaits quand il y a des gens qui sont morts par leur faute. Donc je veux dire qu'à l'heure actuelle, nos collègues meurent parce qu'ils se suicident du fait de l'institution policière qui les broie. Et des fois meurent aussi en service, c'est vrai, mais du fait des carences de notre hiérarchie. Et après on veut camoufler. Donc pour le moment, les criminels arrivent, on a su nous protéger des criminels et des délinquants, mais pas de notre propre administration. Ce qui est quand même très grave. Très très grave, et on sait que dans d'autres pays, au Québec notamment, ils avaient le même problème de suicide dans leur police dans les années 80. Ils ont mis un plan en marche, voilà. À l'heure actuelle, leur taux de suicide a baissé de 80%. C'est-à-dire que quand on veut faire les choses, il y a des choses qui marchent. Et nous, on ne veut pas les faire. Voilà, il y a des psychologues qui ont alerté sur comment ça se passe dans la police. Un médecin de la police nationale en 95 avait fait un rapport en disant les cycles de travail sont pathogènes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nous qui le disons, c'est les chercheurs, des choses qui ont été mises en place dans d'autres pays, en France surtout, pas de responsables. Donc à partir de là, on veut une police aux ordres. Et la chose qui manque aussi sur le nouveau plan de recrutement, ce qui est très important, c'est sur l'abaissement du niveau de recrutement, parce qu'on va reprendre des gens qui n'ont pas la moyenne dans les derniers concours. Même le directeur de la formation dit que c'est une catastrophe sur des procédures judiciaires qui sont très pointues. S'il y a des fautes de grammaire, d'orthographe, où on ne comprend pas le sens d'une phrase, la procédure sera classée parce que ce serait une faute de forme, pas de fond. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être des délinquants, des criminels qui se retrouveront dehors, encore plus qu'habituellement sur des fautes de fond, pas de forme, pardon, pas de fond. Et on va recruter toute une génération de policiers qui n'aura pas le niveau pour faire tout ça correctement,
par contre qui sera malléable, qui n'aura pas le bagage nécessaire pour résister à une hiérarchie qui voudra les broyer, qui pourra leur faire faire n'importe quoi. Je vais donner un exemple très, très bête, mais qui est vraiment symptomatique de ça. Quand j'étais auditionné à l'IGPN, les derniers qui sont restés, qui étaient des collègues policiers, ont demandé à rentrer pour attendre dans le hall de l'IGPN. Donc l'IGPN, service de police, des collègues policiers avec leur carte de service qui devaient montrer. Ils ont dit non, non, vous ne pouvez pas rentrer, vous restez dehors. Ça ne se serait jamais produit il y a une dizaine d'années. On est collègues, on rentre, on va dans le hall, on se fait confiance. J'ai été palpé pour rentrer à l'IGPN. Je ne vais jamais palper. Même quand je vais dans un tribunal pour des missions de police, je ne suis pas fouillé ni palpé. D'ailleurs, l'anecdote, ce qui est amusant, c'est qu'à l'heure actuelle, je donne toutes les anecdotes qui viennent, les policiers ont le droit d'être armés 24 heures sur 24. Le contexte actuel. Sur le principe, nous on trouve que c'est une bonne chose, parce qu'on fait confiance aux policiers pour être armés dans leur vie professionnelle, on doit leur faire confiance aussi dans leur vie privée. Par contre, surtout qu'en plus, c'est d'initiatives qu'ils font pour protéger les gens, donc continue dans le sens noble de notre mission. Par contre, l'administration n'a surtout rien mis en place pour nous former mieux. Il y a une différence d'intervenir tout seul avec une équipe que d'intervenir tout seul sur une situation compliquée, parce que si on intervient en civil dans notre vie privée, c'est que la situation nécessitant une sortie d'armes est très grave. Nous n'avons pas eu de formation supplémentaire. La seule chose que l'a mis en place l'administration, c'est un document, c'est vous qui avez fait le choix. Donc s'il y a une bavure, c'est pour vous. Nous, on est responsable de rien. On aurait préféré, plutôt que d'un document comme ça, on aurait préféré, pour ceux qui veulent le faire, on va vous former en plus, on va vous donner des conditions de travail. Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, c'est 90 cartouches par an, donc 3 tirs. 3 tirs en stand de tir. Les conditions n'ont rien à voir. Donc, nous, ce qu'on demanderait, c'est tirer plus déjà pour être mieux formé dans des conditions peut-être extérieures, dans des centres de tir. Surtout que Macron a quand même dit qu'aujourd'hui, son centre principal, c'était donc la formation. Il a créé quand même des budgets conséquents pour ça. Et donc, c'est quand même dommage que vous en bénéficiez pas. Voilà, donc la formation continue, on aimerait bien. La formation initiale, il a remonté le budget, ça c'est sûr, parce qu'il a rouvert un peu des écoles. Et à l'heure actuelle, on n'a plus de collègues qui sortent annotés avec marqué non évalué faute de formateur. Parce qu'il y a des promotions de collègues qui sont sortis avec marqué non évalué faute de formateur. Vous apprendrez sur le tas. Ils ont dit mais on est quand même armés, tout ça. Non mais vous apprendrez plus tard. Donc ça a été corrigé. Par contre, la formation continue, on nous oppose toujours. Quelque chose d'assez paradoxal. Les nécessités de service, on ne peut pas nous envoyer nous former, mais par contre il y a des quotas de formation pour avoir que les commissaires à certaines primes. Donc moi j'avais par exemple passé le permis moto en interne, le permis moto 125 qui a été changé. Et quand la formation a commencé, les formateurs ont dit bon, qui a le permis moto? J'ai dit c'est complètement con comme question, on passe le 125, ceux qui ont le permis moto, ils n'ont pas besoin. Il y en a 3 qui ont levé la main sur 10, donc 30% de la classe. Qu'est-ce que vous faites là les gars? Ah ben c'est dans notre service, il fallait des désignés volontaires pour aller le faire. Ben, moi c'était là, c'était disponible, je n'étais pas, donc je dois y aller. Je suis arrivé en 650 ce matin, j'ai pas eu le choix. Donc en fait, pour tenir des quotas pareils en formation, on envoie n'importe qui pour des nécessités de service, donc il y a des collègues qui ont déjà des qualifications supérieures qu'on envoie là-dedans. Autre chose, je donne l'anecdote, c'était un collègue qui était à la transfert des détenus les plus dangereux, qui s'appelle la COTEP sur Paris. Donc c'est normalement les détenus terroristes, du grand banditisme, où il y a vraiment des risques sur le transfert. Ils se sont plaints de ne pas avoir de formation. Et la réponse était mais si, vous avez des formations, regardez, on vous les propose tout le temps. On n'a pas vu de formation de tir, melon, on n'a pas vu. Ah bah, on ne vous a pas dit ce que c'était, vous avez formation Word, Excel, et ça n'a rien à voir avec votre travail. Et nous, on ne regarde pas ce qu'on vous fait, on regarde le nombre de formations que vous avez fait, on ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Donc on arrive voilà, à des choses assez... c'est rocambolesque. Aberrantes et rocambolesques. Donc on arrive à toutes ces choses dangereuses pour tout le monde. Mais sécurisante pour eux finalement, parce que c'est vrai que le fait de ne pas les former, c'est comme l'éveil de la société. Plus les gens sont éveillés, plus ils peuvent réagir, et plus les policiers seraient donc formés en tout cas, et donc efficaces dans leur métier, et plus ils pourraient réagir également contre vraiment ceux qui leur donnent des ordres qui sont contre-productifs. On est bien d'accord, et à l'heure actuelle on a ce qu'ils ont rajouté, ce qui est quand même une notion juridique assez vague, le discernement. À l'heure actuelle, le discernement, ce qu'on voit, c'est que si jamais on est haut de la hiérarchie, c'est pour ça que quand je parle de l'IGPN, des fois je dis que c'est... On coupe comme tu veux. Ou pas? Je pense qu'il faudrait qu'on arrête le moment. Ok. Bon, allez. Non mais c'était il finit sa phrase, c'était un petit... Ah non, pas de souci. Sur l'IGPN qui en fait a une fonction à l'heure actuelle de blanchir à chaque fois la haute hiérarchie. En disant voilà, le coupable ce sera celui qui bat de l'échelle. Et nous, dès qu'il y a besoin pour des besoins de com, l'IGPN nous crucifiera parce qu'il y a besoin de telle bavure, tel machin, on estime que là il faut calmer le peuple, donc on va nous envoyer là. Et cette IGPN, je rappelle, parce que c'est important, à la fois les policiers demandent que ce ne soit plus la police qui enquête sur la police. La plupart des citoyens demandent d'avoir plus de transparence et que ce soit la police qui enquête sur la police.
police. Et la bonne nouvelle, c'est que la France a ratifié le code d'éthique de police européen en 2001, qui dit justement les rapports entre police et population, et notamment dans un des points, c'est la police n'a pas d'enquête sur la police, dans un enquête pour expliquer le contexte, comment ça se passe, il faut également des magistrats et des gens de la société civile. Et ça n'a pas été mis en place, contrairement aux accords, ce qui avait marqué dedans noir sur blanc. Si jamais vous prenez un code de déontologie, il devra être conforme à ce code européen, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, donc à l'heure actuelle, c'est compliqué pour nous, il y a des choses possibles, il faut encore que les gens le sachent, et plus on sera nombreux à le faire, plus ce sera bien, parce qu'en interne dans la police nationale, dès que quelqu'un s'élève, on essaye de le broyer en interne par tout moyen, avec des pressions diverses et variées. Donc plus il y aura de gens qui seront au courant, plus il y aura de gens qui nous soutiendront, plus il y aura de gens qui viendront faire du bruit, en disant nous on veut retrouver notre police républicaine au service du peuple, avec des valeurs 1789, parce que pour nous le fondement c'est la Déclaration des droits de l'homme, article 12 1789, et pas du tout la fonction publique de Vichy, comme certains voudraient le faire passer à l'heure actuelle. Donc il y a un vrai combat de fond sur à quoi doit servir la police, parce qu'à chaque fois on est comment utiliser la police, mais déjà une définition à quoi doit-elle servir. Une fois qu'on aura répondu à cette question, on aura déjà fait un grand bout de chemin. Voilà. Merci Alexandre. On a été vraiment enchanté d'être avec toi. Peut-être qu'on fera une vidéo un peu plus tard, mais là on va couper un peu parce que déjà je sens plus mes bras à tenir le téléphone, excusez-moi, mais je sais pas depuis combien de temps je filme, mais là vous avez vu que de temps en temps je bougeais, c'était pour faire travailler mes muscles. Voilà, au revoir, bonne journée à tous.